Très bien. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je vous propose qu'on commence. On est dans les temps, donc d'autres personnes nous rejoindront en cours de route. Donc, on va avoir aujourd'hui un webinaire sur la thématique de la mobilité et de l'insertion professionnelle qui va principalement porter sur la question des freins à l'écomobilité et comment lever ces freins. Alors, petite précision, j'ai lancé un enregistrement du webinaire, hein, donc si certains ou certaines d'entre vous sont gênés par cet enregistrement, voilà, vous pouvez couper la caméra. Et d'une manière générale, je demanderai aux participants de pouvoir couper micro et caméra au moins pendant les interventions pour que les choses soient plus fluides. Et donc le webinaire sera enregistré et bien sûr diffusé à l'ensemble des personnes qui étaient inscrites aujourd'hui, qui en avaient fait la demande. Voilà, donc je vais partager mon écran. Alors comme je vous ai demandé de couper les micros, personne ne va pouvoir me dire si, si le diaporama est bien partagé, mais je pense que oui. Voilà, c'est parti. Voilà, donc c'est un webinaire pardon, qui est co-organisé donc, par le CREM, un centre ressources sur l'écomobilité que je représente, que je ne me suis pas présenté d'ailleurs, Judicaël Potonec, coordinateur du CREM. Et on organise ce webinaire avec le Conseil régional des Hauts-de-France via la mission REF 3, donc représenté aujourd'hui par Frédéric Parra, et également co-construit avec Déclic Mobilité porté par le réseau Alliance et le C2RP qui travaille vers les organismes de formation. Voilà, ces deux derniers étant excusés aujourd'hui, mais qui ont participé à l'élaboration du webinaire. Donc, pour vous présenter très rapidement le CREM, hein, le Centre Ressources sur l'écomobilité, c'est une mission qui est co-animée par deux associations, donc l'association Droit au vélo ADAV que je représente et l'association En Savoir Plus qui est à Amiens. Donc, c'est une mission qui nous est confiée par l'ADEME et le Conseil régional autour de deux grandes missions qui sont de pouvoir amener le sujet de l'écomobilité dans les politiques publiques territoriales. Et un autre volet qui n'est pas l'objet aujourd'hui, quoique les choses sont toujours liées, puisque c'est un des déplacements importants dans les familles, c'est celui de pouvoir encourager l'écomobilité scolaire, c'est-à-dire faire en sorte qu'un maximum d'élèves puissent aller à l'école autrement que déposés en voiture par les parents. Alors, le webinaire d'aujourd'hui, en fait, s'inscrit dans un cycle plus complet qu'on a commencé l'an passé, hein. Peut-être que certains et certaines d'entre vous avaient déjà participé au webinaire précédent. C'est un cycle sur le sujet de l'écomobilité. Donc, pour que le terme soit bien clair pour tout le monde, par écomobilité, j'entends tout ce qui est mode de déplacement alternatif à la voiture thermique individuelle. Donc, le cycle porte sur écomobilité et accès à l'emploi et à la formation. Voilà, donc qu'on pourra regrouper sous le terme insertion professionnelle. Et ce cycle, il répond à trois grands objectifs qui sont aussi ceux de la mission REF 3, qui sont d'une part de pouvoir répondre aux besoins de mobilité des habitants de la région, notamment dans le cadre de leur recherche de formation ou d'emploi. Quand je parlais d'écomobilité, c'était aussi pour pouvoir répondre aux grands besoins de décarbonation pardon, de nos modes de déplacement, notamment pour les trajets du quotidien. Et c'est aussi l'occasion de pouvoir montrer un peu toutes les expériences et les initiatives qui peuvent se faire dans la région en faveur justement de ces alternatives à la voiture thermique individuelle. Donc en fin de webinaire, hein, je vous montrerai la date du prochain webinaire qui nous attend au mois de juin et d'autres suivront à la rentrée scolaire. Alors aujourd'hui, on a choisi d'aborder plus spécifiquement le sujet de l'accompagnement du changement vers les solutions écomobiles et des freins psychologiques qui peuvent exister dans le public dans le cadre de l'insertion professionnelle. On aura quatre intervenants.
Alexandre Rigal, qui est sociologue au CEREMA, Vincent Lemaître du département du Pas-de-Calais, il nous parlera de la plateforme Ma Mobilité 62, donc plateforme de mobilité. Alison Bouzillard pour Espace Artois Mobilité, qui nous parlera du dispositif Vélo Ego, que certains d'entre vous ont peut-être connu aussi sous le terme Mon vélo de A à Z, qui était le premier nom de ce dispositif. Et nous aurons également l'intervention de Laurent Billot, qui est directeur du village des solutions au sein de l'AFPA. Donc, vous voyez qu'on a des acteurs d'horizons différents, du monde de la formation, de l'insertion, de la mobilité, pour pouvoir croiser les regards des uns et des autres. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à notre premier intervenant, Alexandre Rigal du CEREMA. Donc, j'ai oublié simplement de préciser, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poser dans le chat auquel vous avez accès sur la droite de votre écran. Alors, je ne promets pas qu'on pourra prendre en compte toutes vos questions si elles sont nombreuses, mais on tâchera d'en prendre quelques-unes et de revenir sur vos questions à la suite du webinaire si besoin. Voilà. Alexandre, je te laisse la parole et je te laisse partager ton écran puisque tu souhaitais partager ton diapo directement. Oui, merci Julie-Michael et bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais partager mon écran et faites-moi signe si jamais voilà, il y a une difficulté particulière à voir mes slides. Comme le disait Julie-Michael, donc je suis sociologue, mais je travaille avant tout sur la mobilité et donc l'éco-mobilité. Et je vais vous présenter un peu voilà, aujourd'hui quelques grands freins et grands leviers que nous, sociologues, mais aussi nos collègues de psychologie sociale ont pu identifier. Voilà, je Bon, connais moins le domaine de l'insertion professionnelle, mais j'espère que ça vous apportera quand même quelques éléments intéressants. alors, Voilà. je ne sais pas si c'est le cas que pour moi, mais je ne vois pas ton écran, Alexandre. Ah, vous voyez pas mon écran? Ok, alors je vais recommencer. Et je vais faire comme ça. Est-ce que cette fois, Michael, tu arrives à voir mon écran? Non, 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 non. Bah Euh, alors partons sur les non. slides que tu as toi, peut-être c'est plus Oui, simple tout à alors. fait, tout à fait. Euh, voilà. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Oui, cette fois, oui. En tout cas, je le Voilà. vois. Très bien. Moi, je te laisse me dire quand changer les slides. Oui, alors ben, en deux mots, peut-être vous connaissez le CRMA, peut-être pas, mais voilà, nous sommes une agence publique qui a vocation à proposer de l'expertise à l'État et aux collectivités territoriales. Mais on peut avancer, s'il te plaît. Ça n'avance pas? Comme quoi, on a beau avoir répété, il y a Oui. toujours des surprises techniques. Mais là, c'est bon? Non, Ah. dans les essais étaient bons. Vous voyez mon écran, mais sans changement de slide? C'est ça. Mhm. Je vais quitter le partage et reprendre. Ah, il y a 2 minutes. Est-ce qu'on est bien sur la diapo frein et levier à l'écomobilité, là? Vous l'avez à l'écran? Oui. Alexandre, je te laisse continuer. Mais on peut avancer si tu veux bien. Je viens d'avancer sur la suivante, mais comme je ne t'entends pas, je me dis que ça ne fonctionne pas. Non. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que le partage est bien arrêté de ton côté, Alexandre? Je crois, je peux essayer une dernière fois
peux partager de mon côté. En fait, il n'y a pas de caméra de votre côté, je pense. La caméra est coupée. Est-ce que cette fois le partage fonctionne chez moi? Non. Non. Ok, alors Je je suis sais vraiment pas. désolé à l'attention des participants. On a fait tous les essais avant, tout fonctionnait bien. On va y arriver. Oui. Je vais essayer de basculer sur une version PDF. Est-ce que mon écran s'affiche? Oui. Alors, je reviens. Là, vous avez bien la diapo frein et levier à l'écomobilité? Oui, je crois que cette fois ça fonctionne de mon Bon, côté. je te laisse la parole, Alexandre. Oui, bah, c'est ce que j'avais commencé à vous expliquer, hein. Mon objectif, c'est d'identifier à partir de, voilà, de la communauté, des savoirs de la communauté des sociologues et des psychologues sociaux, les freins qu'on a pu repérer, aussi certaines idées fausses quant aux leviers qui peuvent exister, et puis les leviers au contraire qui ont été bien attestés par une diversité de travaux à propos de l'écomobilité et bien même au-delà, et puis d'utiliser quelques exemples pour essayer de vous illustrer ces principes que peut-être vous connaissez ou peut-être que vous allez découvrir voilà, grâce aux travaux que je vous propose. Et on peut passer à la slide suivante. Alors évidemment, le premier frein auquel on peut faire référence, c'est le problème de l'habitude ou de la routine. Donc au départ, qu'est-ce que c'est une habitude? C'est un apprentissage beaucoup plus conscient et réfléchi, souvent qui va se mettre en place et qui, après quelques jours, voire quelques mois, va s'ancrer profondément en nous et qu'on va pouvoir réaliser, notamment lors d'un déplacement, sans même y penser et automatiquement. Et donc, voilà, c'est le premier frein quand on veut faire abandonner la voiture, au moins partiellement, à divers individus. D'autant plus que la voiture se prête particulièrement bien à l'habitude, une fois qu'on a passé le permis de conduire, ce qui n'est pas une mince affaire, mais une fois qu'on l'a obtenu. Donc, c'est quand on compare dans les enquêtes statistiques les résultats, la force de l'habitude automobile est plus forte justement que les habitudes liées au vélo, par exemple, notamment du fait de la fluidité des déplacements, de l'absence du problème des intempéries, entre autres choses. Voilà. On peut avancer. Alors là, c'est un exemple issu de ma thèse, mais on pourrait en trouver bien d'autres, hein. Donc, vous avez sans doute entendu régulièrement dans les médias, même des scientifiques, parfois évoquer l'importance de la prise de conscience, où on parle aussi de sensibilisation. Et ça, c'est plutôt une idée reçue. C'est-à-dire que ce n'est pas un mécanisme, ce n'est pas un levier efficace pour faire changer les comportements. Voilà, on peut le même chez les personnes les plus engagées écologiquement. Et donc là, c'est ce que j'avais repéré en 2015. Donc, j'avais réalisé pour ce travail 48 entretiens voilà, avec diverses personnes qui utilisaient ou qui n'utilisaient pas la voiture. Et sans même évoquer le problème de la pollution et du changement climatique. C'est un sujet qui était venu dans la discussion, sans que moi je l'évoque, je veux dire. Mais malgré tout, donc il y avait tout à fait conscience de l'enjeu voiture thermique, problèmes généraux en lien avec le climat. Mais il y avait très peu d'individus qui avaient pour autant adopté des pratiques d'écomobilité. Donc c'est ce que je mettais là, hein. Donc, on a seulement 7 sur les 48 qui, a priori, avaient des pratiques écomobiles, si je puis dire, alors qu'ils étaient tous conscients. Donc voilà, c'est ça que je voulais prendre en compte, c'est que c'est vraiment pas la meilleure manière, voire même pas la manière du tout, de faire changer les comportements. On peut avancer. Au contraire, hein, il faut en revenir au premier schéma où je racontais ce que vous connaissez tous à travers vos différentes habitudes, le fait qu'on les a apprises au départ de manière réfléchie, consciente, et parfois avec des gens pour nous entraîner. Et donc, là, quand on veut changer les habitudes, c'est beaucoup plus là-dessus, bien sûr, qu'il faut travailler. Et donc, je vous ai mis quatre éléments par ordre d'efficacité. Et donc, le plus efficace pour changer d'habitude et pour en acquérir de nouvelles, c'est d'expérimenter
tout simplement, d'expérimenter notamment d'autres manières de se déplacer que celles qu'on connaît habituellement. Il y a un facteur essentiel aussi qu'on va retrouver dans d'autres slides qui est celui de l'imitation. On imite en particulier nos proches, ça peut être des collègues, mais c'est avant tout des amis ou des membres de la famille qui vont être vecteurs de comportements qu'ensuite on va adopter. La conversation aussi est relativement efficace et discuter de l'opportunité de se rendre à vélo, par exemple, sur un futur lieu de travail. Et puis, parfois, on peut visualiser, on peut s'imaginer marcher, prendre le bus. Et donc, ça va commencer à débloquer l'apprentissage d'une nouvelle habitude de déplacement qui ne sera pas celle utilisée habituellement en voiture. Et l'avantage, évidemment, de l'habitude, c'est qu'au départ, c'est un frein quand on a des habitudes d'automobiliste, mais ensuite, lorsqu'on s'habitue à l'écomobilité, ça devient au contraire un frein au fait de reprendre sa voiture. Donc, c'est toute l'ambivalence de l'habitude. Et on peut avancer, s'il te plaît, Julie-Ken. Évidemment, comme vous le savez, les habitudes, notamment dans la mobilité, sont très fortement liées à l'aménagement de l'espace et aux infrastructures. Et donc, on le repère ça tant pour le vélo que pour la marche ou même pour l'automobile. Évidemment, les infrastructures sont cruciales et on a des demandes latentes très fortes de déplacement. Et c'est particulièrement vrai pour le vélo, peut-être pour ceux qui habitent dans des métropoles, vous l'observez au quotidien. Et donc, à partir du moment où on met en place les infrastructures, on va faire diminuer l'expérience d'insécurité des cyclistes en particulier. Et on va aussi diminuer la perception de l'insécurité que les non-cyclistes avaient du vélo. Et donc, en baissant cette expérience de l'insécurité à vélo, par exemple, par la construction d'une infrastructure, on va encourager, on va d'une part renforcer les habitudes existantes chez les cyclistes, et puis bien sûr, on va encourager certains à apprendre, à s'entraîner, à circuler à vélo. Voilà, on peut avancer. Donc ça, l'idée, c'était de vous présenter ce premier frein, mais qui devient ensuite un levier quand on le prend dans le bon sens, qui est l'habitude. Mais évidemment, les habitudes, ça se change pas à pas et petit à petit. Et on a aussi des événements dans la vie qui sont des moments clés pour changer un mode de vie dans son ensemble. Et donc, ça concernera tant l'écomobilité que d'autres pratiques plus durables dans l'alimentation, la consommation en général. C'est ce que nous, on appelle des événements de vie ou de la vie. Ça peut être aller à destination d'un nouveau lieu d'études, un nouveau lieu de travail, se mettre en couple, la naissance d'enfants, un nouvel emploi, des séparations, des problèmes de santé. Donc, la liste est relativement longue, mais je crois qu'on perçoit ce que ça signifie. C'est un moment de recomposition d'un grand nombre d'habitudes, donc de son mode de vie. Et donc, c'est particulièrement propice pour inciter les individus à adopter l'écomobilité. Il y a un problème malgré tout, qui est que la plupart de ces événements de vie adviennent chez des individus grosso modo entre 15 et 35 ans. Et donc, de ce fait, c'est la tranche d'âge sur laquelle on est le plus malléable, on est le plus à même d'adopter une nouvelle pratique. Mais inversement, les personnes qui ont dépassé cette tranche d'âge auront tendance à vivre moins ces événements et donc à avoir moins de potentiel en fait à changer grâce à ces événements. Donc, ce sera plus difficile de les inciter. On peut encore avancer. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, évidemment, ce sont des événements qui touchent la plupart des Français, mais on est vraiment sur des chiffres assez importants. Si on prend le déménagement, par exemple, qui suppose un changement d'habitude de déplacement en termes d'itinéraire à minima et assez régulièrement, je crois pour environ 20% des gens qui déménagent en France, une diminution de l'usage de la voiture. Donc, ça signifie des masses de personnes assez importantes, parce qu'en 2014, qui étaient les chiffres les plus récents que j'avais trouvés, on avait 7 millions de personnes qui avaient déménagé. Donc, ça ne signifie pas qu'en 10 ans, l'ensemble des Français auront déménagé, puisque à nouveau, les jeunes déménagent plus. Mais malgré tout, sur une vingtaine d'années, on a pratiquement l'ensemble des Français qui auront déménagé. Donc, c'est un moment clé pour agir sur leur pratique de déplacement. Voilà, et comme je l'écrivais en dessous. Donc, la moitié des déménagements adviennent en même temps que des changements de situation personnelle du type que j'évoquais
des événements de la vie du type mise en couple, divorce, naissance, etc. Et donc, c'est un moment dont certaines villes ou certains territoires se saisissent d'ores et déjà et qui, voilà, on a un potentiel de changement assez important. Il y a d'autres profils qui se prêtent particulièrement à l'adoption de l'écomobilité et au changement d'habitude et au changement de mode de vie. Donc, sont les célibataires. Et donc, les célibataires, parce qu'évidemment, comme vous vous en doutez, ils ont beaucoup moins d'engagement, notamment, et de contraintes en termes d'agenda, contrairement, par exemple, aux mères de famille, pour prendre un exemple un peu caricatural. Et on est sur un groupe qui maintenant représente pratiquement 20% de la population française. Et donc, c'est un groupe qui est non négligeable et sur lequel aussi on peut envisager des changements assez importants. Ce que j'ai pas dit, c'est que l'idée reçue, ce serait d'imaginer qu'on puisse tous changer en même temps de la même manière. Je pense qu'il est évident que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais malgré tout, dans les politiques publiques, parfois, ce n'est pas pris en compte ou pas pris en compte assez précisément. Et donc là, au lieu d'envisager un changement en masse, on voit qu'on a des moments clés dans la vie durant lesquels on peut changer. Puis on a aussi des profils et des modes de vie type le mode de vie des célibataires qui vont être plus favorables à ces changements. Alors évidemment, on n'est pas toujours célibataire, on n'est pas toujours seul, et on n'est pas seulement des individus, on appartient aussi à divers groupes, disons des petits groupes. Hein. On ne parle pas là de la population française, mais d'un groupe de collègues, d'un groupe d'amis, d'une famille. Et donc, il y a un résultat assez important de la psychologie sociale qui veut qu'il est plus facile de changer un individu dans un groupe qu'un individu seul. Pourquoi? Parce que, à nouveau, par imitation et par conformisme, il ne faut pas le prendre au sens péjoratif du terme, mais tout simplement parce qu'on fait confiance à ses proches et qu'on a tendance à vouloir faire comme eux. Eh bien, voilà, si on arrive à changer les normes au sein d'un petit groupe, on aura plus facilement un changement chez les individus qui composent ce groupe. Deuxième principe, ça revient à l'idée qu'il vaut mieux expérimenter que visualiser ou discuter. Plus on est actif dans la prise de décision, eh bien plus il y a de chances que la décision de changer de comportement va adhérer et va être effective dans les habitudes ensuite de déplacement de la personne. Donc, c'est ce que j'ai voulu illustrer en disant que, par exemple, une conférence était moins efficace qu'un groupe de discussion. On voit bien pourquoi, parce que dans la conférence, on est beaucoup plus passif. C'est ce que je vous disais aussi, une décision individuelle est moins engageante parce qu'on ne s'engage qu'auprès de soi-même et pas auprès d'autres personnes. Au contraire, les décisions collectives et publiques nous engagent les uns envers les autres. Et donc, on a beaucoup plus de personnes qui pourront nous rappeler notre décision. Et voilà, et donc ça crée aussi un effet important. Et donc, l'objectif, si on le peut, c'est de partir plutôt de groupe que de l'individu, sauf, comme je le disais, s'ils sont dans des situations très spécifiques, isolés, en tous les cas célibataires par exemple, isolés s'ils sont nouvel arrivants dans une ville après un déménagement, ou alors lorsqu'ils vivent un événement de la vie tel qu'évoqué. Mais en règle générale, il vaut mieux partir d'un groupe, si possible, qu'un individu isolé. Ensuite, on va réfléchir à comment diffuser des comportements de l'ordre de l'écomobilité et des normes en lien. Et donc, en général, l'écomobilité, et notamment dans le vélo, quand le vélo a été promu à nouveau, il a été promu par des groupes assez petits, restreints et souvent assez radicaux. Je vais vous donner des exemples ensuite, avec une identification du vélo très forte, soit à l'écologie, voire même à la remise en cause de la société de consommation. Et donc, il y a des groupes comme ça qui ont inventé, par exemple, le vélo partagé, qui ont inventé toutes sortes d'institutions comme les ateliers d'autoréparation de vélo, peut-être que vous connaissez, qui sont des lieux où on va apprendre à réparer soi-même son vélo. Donc voilà, c'est des groupes finalement un peu plus radicaux d'innovateurs. Et ensuite, le problème, ça va être de passer à une diffusion plus massive des comportements qui auront été inventés dans ces groupes. Et donc là, à ce moment-là, il va falloir sans doute faire baisser le niveau d'engagement et de radicalité demandé par le groupe et adapter les lieux d'accueil. Donc là, c'est ce que j'évoque, c'est ce que j'essaie de montrer à travers 2 photos d'ateliers d'autoréparation de vélo dans lesquels j'avais travaillé. Vous en avez un où peut-être vous voyez les affiches, vous voyez un vieux garage,
peut-être pas accueillant pour tout un chacun, avec, voilà, vous ne voyez peut-être pas très bien à l'écran, mais avec tout un tas de symboles très critiques de la société telle qu'elle est. Puis de l'autre côté de la flèche, vous avez un atelier qui, au contraire, avait pour vocation à ressembler à un magasin. Donc, c'est le même principe. Les deux ateliers ont pour objectif de vous apprendre à réparer votre vélo lorsque vous rencontrez une panne. Mais on voit qu'en fonction de l'esthétique, les pionniers d'un côté contre-culturel et ensuite ceux qui les ont suivis ont adopté d'autres esthétiques qui renvoient aussi à une volonté d'ouvrir la pratique et l'institution en question à de plus en plus de monde. Donc voilà, et c'est quelque chose qu'on a aussi repéré à une toute autre échelle. Dans l'histoire du retour du vélo aux Pays-Bas, que peut-être vous connaissez, voilà, c'est une histoire évidemment compliquée, mais pour la rappeler en 2 mots, dans les années 60, vous avez, comme dans les mouvements de mai 68 en France, vous avez toute une jeunesse très alternative. Et donc, vous avez même des militants du vélo qui ont été élus à la mairie d'Amsterdam, mais qui n'ont jamais été en capacité de faire passer des réformes pour le vélo, parce qu'elles étaient trop critiques pour parvenir à des compromis. Mais il se trouve que quelques années plus tard, dans les années 70, il y a eu des décès, des enfants qui sont morts en se rendant à vélo à leur école. Et là, lors de ces événements, des parents se sont mobilisés. Et ils n'ont plus adopté l'image du vélo comme symbole de lutte contre la société telle qu'elle est, mais au contraire, ils ont essayé de promouvoir le vélo comme une pratique d'enfants et d'enfants mis en danger. Et donc, de ce fait, je pense qu'on le sent bien, c'était infiniment plus consensuel. Mais en même temps, pour promouvoir le vélo comme mode de transport le plus sécurisé possible, notamment pour les enfants, ils ont eu recours aux manières de se mobiliser, de manifester, inventées par les plus radicaux. Également, l'expertise des plus radicaux a permis les premiers aménagements cyclables adaptés. Et peut-être que c'est ce que vous avez pu observer également voilà, dans vos différentes expériences, que dans les mobilités et l'écomobilité pendant longtemps, et peut-être encore aujourd'hui dans certains territoires, l'expertise est beaucoup du côté des associatifs, des militants de la première heure. Donc voilà, on voit comment communiquent ces différents groupes pour diffuser à grande échelle l'écomobilité. Voilà. Donc voilà, je voulais vous présenter quelques leviers et quelques freins, et puis je serais très heureux d'en discuter avec vous, soit à travers vos questions dans le chat ou à travers des échanges d'emails ou autres. Donc vous avez mon adresse, n'hésitez pas à me communiquer vos questions, vos remarques. Merci pour votre attention. Merci beaucoup à toi pour ta présentation, Alexandre. Alors, c'est intéressant de bien voir que justement, le fait de rentrer dans un nouvel emploi ou dans une formation, bah, c'est justement un des temps importants qui peut amener à changer de mobilité, mais que tout ça bah, se croise avec d'autres paramètres. Voilà, tu as parlé de là, des actions de groupe, etc. Et voilà, je pense qu'on voit aussi comment ça peut influer les actions que les uns et les autres mettent en place parmi les participants. Alors, on va pas forcément prendre de questions tout de suite, mais on pourra revenir sur cette intervention. En fait, l'idée, c'est d'avoir ensuite 3 présentations de dispositifs dans la région qui peuvent être inspirants avec des retours d'expérience. Et on prendra des questions après chacune de ces interventions. Voilà, donc je vais passer la parole dès maintenant à Vincent Lemaître pour le département du Pas-de-Calais et la plateforme Ma Mobilité 62. Merci, Michael. Bonjour à toutes et à tous. Donc Vincent Lemaître, chef de projet Ma Mobilité 62 au département du Pas-de-Calais. Donc effectivement, je suis ici pour vous présenter ce que fait le département avec ses partenaires de la mobilité solidaire pour accompagner donc des bénéficiaires du RSA, des jeunes de moins de 26 ans dans des parcours de mobilité pour justement retrouver un emploi, une formation ou tout simplement entrer dans un parcours d'insertion. Donc Ma Mobilité 62 est née en 2021 et intervient sur l'ensemble du Pas-de-Calais. Notre vocation est bien de structurer une offre de mobilité solidaire. Et la finalité de tout ça, c'est bien d'apporter des solutions de mobilité, un accompagnement sur mesure à des publics qui sont dépourvus de solutions.
Donc là, on n'est pas forcément dans de l'accompagnement de publics qui ont potentiellement un choix à faire en matière de mobilité carbonée ou décarbonée. C'est tout simplement l'accompagnement de publics qui ont des mobilités subies et donc qui ont bien souvent des rayons de déplacement très faibles et qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser un mode de transport et généralement le véhicule. Le déplacement individuel est très peu utilisé puisqu'il a l'absence de permis ou l'absence de véhicule. Voilà, donc je vais surtout me focaliser sur l'accompagnement qui est réalisé auprès de ces publics-là, mais sachez qu'également Mamoté 62 est aussi la structuration donc, d'une offre d'un réseau de 17 services de mobilité différents, justement pour essayer de se coordonner autour de ces solutions. Donc, vous dire que depuis 3 ans, on accompagne de très nombreuses personnes et on peut établir aujourd'hui, on commence à établir des constats à l'échelle de tout un département, de dire que effectivement la mobilité est une compétence à acquérir pour les publics que nous accompagnons. Il y existe de nombreuses offres de mobilité, d'intermodalité plus écologique dans le Pas-de-Calais. Mais bien souvent, elles sont méconnues et ou peu maîtrisées par les publics fragiles. Donc, ce qui génère chez eux, hein, donc, du fait de cette méconnaissance, des craintes qui empêchent bien souvent de franchir le pas. Et vous verrez par la suite que le premier des réflexes quand une personne se présente devant nos conseillers mobilité, c'est de dire j'ai besoin d'un véhicule pour me déplacer. Et tout simplement parce qu'il y a une méconnaissance de l'offre alternative. Et puis, il y a aussi des services. Aujourd'hui, on constate qu'il y a des services et des infrastructures mobilité qui ne sont pas forcément adaptés au public que nous accompagnons. J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, certains aussi avantages tarifaires, comme les abonnements, qui sont encore peu connus et peu utilisés. Bien souvent, par exemple, nombreux de nos publics utilisent un ticket à l'unité alors qu'ils pourraient bénéficier de 50% de réduction sur un abonnement beaucoup moins cher. Donc tout cela demande beaucoup d'informations, mais aussi de pédagogie. Voilà. En termes d'enjeux, du coup, Mamoté 62 a vocation effectivement d'apporter des solutions de mobilité, mais on utilise également ce qu'on appelle le droit commun avant tout. Dans le sujet de la mobilité solidaire, c'est utiliser avant tout ce qui existe et donc toute l'offre de droit commun pour permettre cette mobilité. Et bien évidemment, le transport collectif fait partie notamment des solutions que nous envisageons avec les bénéficiaires. Donc on informe davantage sur l'existence de l'offre de transport alternative à la voiture, parce que ça peut être aussi une solution de mobilité immédiate, alors que le permis de conduire ou la voiture individuelle peut être une solution, mais sur du moyen terme. Voilà, donc je vous le disais, beaucoup de pédagogie, c'est-à-dire qu'il est important et on prend le temps à travers l'intervention de nos conseillers mobilité d'expliquer le fonctionnement d'un service et sa plus-value sur la mobilité du quotidien. On a beaucoup de solutions qui sont en train de se développer, notamment dans les cœurs urbains, mais encore faut-il que nos publics comprennent leur fonctionnement. Et ce n'est pas forcément parfois évident à adhérer. Et donc, on réalise effectivement un accompagnement sur mesure auprès de ces publics. Donc, sur la slide suivante, Julie-Kaël, donc là, je vous ai fait un petit bilan qualitatif, mais sur 3 ans, on a aussi quelques chiffres à vous exposer. Je vous le disais, effectivement, la première des choses, la première des sollicitations des publics, c'est je veux obtenir le permis de conduire pour avoir un véhicule pour me déplacer seul. C'est vraiment une surreprésentation des besoins qui sont exprimés à l'échelle départementale. Depuis 3 ans, nous avons décelé plus de 4400 problématiques de mobilité et 40% d'entre elles sont liées à l'obtention du permis. Donc, voilà, plus de 2600 liées à la voiture. Et l'objectif des conseillers, c'est bien ça, c'est de montrer que ce n'est pas forcément la seule des solutions. Et donc, on apporte du coup de la connaissance sur l'existant. Beaucoup de nos publics se déplacent à pied, bien souvent, ou à vélo, de temps en temps en transport en commun, et donc ça limite très fortement leur rayon de déplacement. Et quand on parle de lever le frein à la mobilité pour retourner à l'emploi, c'est vraiment un enjeu très important.
Voilà, donc on voit que les freins cognitifs, c'est-à-dire que la méconnaissance de l'offre de transport est 3 fois plus représentée en milieu urbain qu'en milieu rural, là où justement l'offre de transport existe et le plus développée. Donc il y a un gros travail que nous menons actuellement là-dessus, et effectivement c'est un travail de longue haleine et qu'il faut pérenniser dans le temps. Et puis, je vois un chiffre qui est assez parlant, 60% des publics que nous accompagnons déclarent faire moins de 10 km de déplacement. Bien souvent, alors qu'on accompagne à peu près la moitié de femmes et la moitié d'hommes dans le dispositif, c'est bien souvent les femmes qui sont concernées par ce manque de déplacement lointain, on va dire. Et 14% de l'ensemble de nos publics font moins de 20 km. On a une sédentarité, on va dire, qui est assez culturelle dans le Pas-de-Calais, mais je pense généralement en région de France. Donc voilà. Alors, concrètement, je vous disais, plateforme de mobilité départementale, on s'appuie sur 5 acteurs majeurs sur les territoires pour intervenir auprès des publics, donc 5 plateformes de mobilité territoriale qui elles-mêmes recrutent des conseillers mobilité. Nous en avons 11 à l'échelle départementale. Toutes les communes du Pas-de-Calais sont couvertes par l'accompagnement. Donc renforcé pas à pas, on y va. C'est des accompagnements qui peuvent durer entre 4 et 6 mois, c'est assez long, justement parce que il ne suffit pas forcément, je parle encore une fois des publics éloignés de l'emploi, passer une information, ça ne suffit pas. Il faut vraiment prendre le temps d'expliquer et apporter par de la théorie, mais aussi, j'y viendrai, mais aussi de la pratique, la manière, comment on utilise un train, comment on réserve un transport à la demande, comment on loue un vélo, assistance électrique, etc. Donc, et au total, on accompagne environ 1250 personnes par an. La vocation est donc, comme dirait le laboratoire de mobilité inclusive, de passer à l'échelle. Voilà. Quelques exemples. Vincent, Oui. excuse-moi, je vais te demander si c'est possible d'aller enfin, tout doucement vers la conclusion de l'intervention, en demandant s'il a une précision, s'il y a une action de la plateforme mobilité vers les collectivités également, en complément de la diapo que tu présentes maintenant, s'il te plaît. Oui, oui. Donc Merci. effectivement, on intervient auprès des publics. Vous voyez à l'écran quelques idées d'ateliers qui sont réalisés par les conseillers mobilité. Mais notre objectif est aussi d'être une aide à la décision pour les collectivités qui ont pris la compétence mobilité. Et justement, il y a tout un volet mobilité solidaire qui fait partie de cette prise de compétence. Et nous sommes vraiment à disposition pour apporter des éléments très factuels sur le besoin des publics éloignés de l'emploi en matière de mobilité et d'écomobilité. J'ai un exemple très rapidement sur le secteur du bassin minier à Mazingarbe. La plateforme Espace Mobilité de l'Artois que Alissane représente aujourd'hui est intervenue auprès de la commune pour expliquer qu'il y avait une offre alternative à la voiture, des voitures en autopartage, du transport à la demande. Il suffisait simplement de réexpliquer à la population que ça existait et surtout d'expliquer la manière dont on utilise ces services alternatifs. Voilà, donc n'hésitez pas à m'interpeller par la suite. C'est vrai que là, on est pris peut-être par le temps, mais on parvient quand même à des personnes de retrouver un emploi en utilisant du coup de l'offre de droit commun et d'écomobilité. Alors, je crois que c'est aussi une intervention. euh, voilà, c'est à toi de voir, Judicaël. Tu es le maître du temps, donc tu me dis. Merci beaucoup, Vincent. Oui, je suis désolé, j'ai le rôle du méchant qui doit couper Non, non, la non, je parole, mais t'en c'est vrai que le temps file très vite. Et désolé si je génère de la frustration aussi chez les participants. Frédéric, est-ce qu'il y a une ou deux questions qui sont remontées dans le chat qu'on pourrait prendre Alors, maintenant? oui, il y a une interpellation sur la fiabilité des services de transport collectif avec des problèmes de retard qui peuvent être dissuasifs pour les personnes en emploi. Peut-être si Madame Marcelin souhaite préciser cette question. Oui, bonjour. Ouais, c'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque. En vérité, alors bon, moi j'ai la chance, voilà, d'être cadre, voilà, donc d'avoir quand même un peu plus de facilité, mais je fais Lille, Arras plusieurs fois par semaine, et c'est vrai qu'une fois à Arras, donc dans le Pas-de-Calais,
la fiabilité des transporteurs, donc notamment le réseau Artis, hein, mais j'ai vécu aussi à Boulogne-sur-Mer, donc sur la côte, donc là où c'est un autre transporteur, enfin une autre boîte, c'est dissuasif. Et donc pour des personnes qui sont en emploi mais fragiles dans l'emploi ou qui sont en train de lever les freins, c'est vrai qu'on leur dit allez prendre le bus, etc. Oui, mais derrière, si ça me met en difficulté, ben non, en fait, je vais faire autrement. Et donc, je pense aussi qu'il y a une nécessité d'interpeller et les transporteurs qui ont aussi une responsabilité envers leur public et leurs usagers. Sans parler du fait que, bon, ben, ensuite, bon, enfin, comment dire, excusez-moi, je m'en mêle un peu les pinceaux. Mais voilà, c'est difficile. Après, je sais qu'il y a aussi de très bonnes volontés hein, sur le territoire, etc. Par exemple, à Boulogne-sur-Mer, je sais que la mission locale donnait des tickets de bus à certains jeunes notamment, parce qu'ils accompagnent surtout les jeunes, mais la mission locale aujourd'hui est regroupée avec d'autres, avec la maison de l'emploi, etc. Donc, il y a aussi des publics adultes. Donc, il y a un accompagnement à la mobilité. Et effectivement, les personnes, il faut presque les prendre par la main, les amener dans le bus et leur montrer qu'il n'y a rien de sorcier pour sortir des quartiers prioritaires de la ville, par exemple, parce qu'on est sur des publics particulièrement vulnérables. Et donc, voilà, je sais que je soulève plusieurs choses. Je sais qu'il y a des initiatives sur le terrain, mais c'est quand même compliqué quand derrière, on fait de l'affichage et qu'on ne peut pas aussi assurer à des personnes, comme je dis, qui sont fragiles en emploi, qui ne sont pas sur des emplois forcément très, très valorisés et qui, en fait, et qui ont un management peut-être un peu moins souple. Voilà, la troisième fois où on arrive en retard et où on risque son boulot, qu'on a déjà eu du mal à trouver, bah oui, ça fragilise encore plus. Et donc, c'est aussi une rupture de confiance envers les institutions. Voilà, c'est une longue remarque, hein, je vous prie de m'excuser. C'est une remarque intéressante en tout cas. Donc j'ai bien compris que c'était une remarque et pas nécessairement une question, hein, mais quelque chose qui venait enrichir le débat en quelque sorte. Ah, c'est bien ça, Madame Marcelin. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je suis désolé encore une fois, encore on est pris par le temps. Je vais passer directement la parole à l'intervenante suivante, donc en remerciant à nouveau Vincent pour sa prise de parole. Et donc, je vais passer la parole à Alison Bouzillard pour une présentation du dispositif Vélo Ego. Donc, je vais à nouveau partager mon écran. Merci, Julie Gaël. Bonjour à tous et à toutes, hein, déjà. Donc moi, l'objectif aujourd'hui, je suis Alison Bouzillard, conseillère mobilité au sein de l'espace mobilité de l'Artois. Donc effectivement, Vincent en parlait juste avant, nous faisons partie en tout cas des 5 plateformes de mobilité sur le Pas-de-Calais qui est en tout cas chapeauté par un dispositif qui s'appelle Ma Mobilité 62. Et effectivement, depuis tout à l'heure, on entend parler pas mal de la voiture, du permis de conduire. Et en fait, en étant conseillère mobilité sur ce dispositif-là auparavant, on s'est bien rendu compte qu'il manquait en tout cas quelque chose sur notre plateforme et on a répondu en fait à un appel à projet en lien avec la FUB, donc la Fédération française des usagers de la bicyclette, sur le programme Vélo Ego qui était identifié au démarrage, comme Jules Dicaël le disait au départ, sur mon vélo de A à Z. Ce programme, en tout cas, est lancé sur toute la France. Il est financé par le certificat d'économie et d'énergie. Et en fait, il a démarré là sur le territoire du Pas-de-Calais. Donc moi, je suis coordinatrice sur ce programme sur Lens-Liévin, Hénin-Carvin et Béthune-Bruay. Donc ça représente à peu près 150 communes. L'objectif, en tout cas, de Vélo Ego, c'est de pouvoir être autonome, rendre autonome, en tout cas, les bénéficiaires, les participants, dans leur déplacement à la mobilité douce, dans un premier temps, parce qu'effectivement, ils veulent tous entrer pour avoir un financement de permis de conduire ou de faire les démarches, mais le permis, ça prend du temps et ça coûte de l'argent, et du coup, l'alternative, c'était de pouvoir, en tout cas, pour éviter de refuser un accès à l'emploi ou à la formation, de pouvoir travailler à un nouveau mode de déplacement, soit sur un apprentissage ou sur de la remise en selle. Donc,
L'objectif est de leur parler, de les sensibiliser et de favoriser cette pratique qui est la mobilité douce, de renforcer en tout cas leur autonomie, surtout qu'au sein de notre association, aujourd'hui, on porte une vélo-école parce que j'ai passé un CQP animatrice mobilité à vélo il y a quelques mois que j'ai obtenu et de ce fait, nous sommes en tout cas promus vélo-école sur des animations d'apprentissage du vélo pour un public de minimum 18 ans et l'objectif est également de revoir les personnes sur de la remise en selle, etc. Renforcer l'autonomie également sur l'entretien, la mécanique, parce qu'il y a des petits ateliers qui sont mis en place, je vous en reparle juste après. L'objectif de cet accompagnement, dans un premier temps, il est concentré sur de l'individuel parce qu'on est sur un parcours qui est personnalisé et totalement gratuit pour la personne. Et ensuite, on part sur des cours un petit peu plus en collectif. Donc ça, c'est le programme. Pourquoi l'accompagnement vélo-égo a en tout cas été mis en place? Il est mis en place globalement pour des personnes très éloignées de l'emploi, pour peut-être les rendre déjà plus autonomes dans leur vie personnelle, soit pour se rendre sur des démarches d'insertion, pour se rendre sur des pôles santé parce qu'ils ont des rendez-vous médicaux, ou juste pouvoir se déplacer avec les enfants en balade ou les amener même juste à l'école. Ça peut être en tout cas une solution de pouvoir les intégrer. Ensuite, le Graal, j'ai envie de dire, c'est de pouvoir les amener à l'emploi ou à la formation. Donc, Judicaël, c'est juste la slide après. Donc, l'accès à l'emploi, à la formation, en tant que plateforme de mobilité, on a un réseau très fort avec toutes les institutions. On a France Travail qui est en tout cas prescripteur. On a les missions locales, les structures d'insertion et j'en passe. Donc, l'objectif, c'est vraiment de trouver une solution de mobilité et de rendre autonomes les personnes pour, en tout cas, des personnes qui ont peut-être un projet professionnel dans la logistique avec des horaires en décalé pour qu'ils soient plus libres et autonomes. Des personnes, j'interviens aussi dans des organismes de formation qui préparent des titres pro, assistantes de vie aux familles. Et l'objectif, en tout cas, c'est qu'elles peuvent ou qu'ils peuvent se déplacer plus facilement entre une personne à l'autre pour faire ce petit trajet et de contribuer en tout cas au bien-être et d'éviter aussi de l'absentéisme parce qu'aujourd'hui, on leur parle de covoiturage, mais on sent qu'il n'y a pas forcément une totale confiance aussi en la personne. Donc ça peut être aussi un accès de les rendre totalement libres. Et c'est très souvent un mot qui revient quand on leur parle du programme. Donc ça, c'est vraiment le public suivi. Alors, les bienfaits du vélo, l'objectif, en tout cas, de parler aux bénéficiaires, c'est qu'aujourd'hui, le frein numéro 1, c'est qu'en termes de budget, c'est assez compliqué pour eux. Donc, ils savent peut-être faire du vélo, mais ils n'ont pas l'équipement. Ça permet d'éviter de dépendre la dépendance à un réseau de transport. Je reviens sur la petite remarque et le constat qui avait été fait, c'est que, effectivement, le bus, s'il y a des grèves, ou alors il ne dessert pas correctement ma ville, etc. Et on peut dire que la pratique du vélo a un impact quand même positif sur la santé physique et mentale et surtout aussi sur l'environnement, qui n'est pas noté, mais c'est quand même à souligner. Donc, effectivement, le programme, il est notifié pour les personnes qui ont minimum 18 ans, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Il y a un critère de ressources. Dans un premier temps, si la personne perçoit, en tout cas en lien avec son avis d'imposition et le nombre de personnes qui est intégré au foyer, on doit voir si elle n'a pas le revenu fiscal plus élevé. Sinon, elle peut intégrer totalement. Et sur la slide suivante, la personne, si elle est représentée dans un de ces critères de situation, elle intègre automatiquement le programme et l'accompagnement peut démarrer. Par exemple, une personne est au RSA, moi j'ai juste besoin d'un justificatif d'entrée d'attestation de paiement CAF. Donc, je ne rentre pas dans le détail là-dessus, mais l'accompagnement dans sa globalité, il y a une première orientation qui est faite. Si vous voulez aller voir, je vous ai dit, le programme est lancé sur toute la France. On fait partie des 20 territoires pilotes. Donc, il y a un site officiel qui s'appelle veloego.fr. Donc, vous pouvez retrouver tout ça dessus. Il est très bien fait, très synthétique. Pour les prestataires, partenaires ou même les bénéficiaires, il n'y a aucun problème. Donc, vous retrouvez ce lien qui est juste là face à vous. Vous avez juste sur la slide d'après, Judicaël, l'interface où les personnes en fait peuvent s'inscrire par elles-mêmes. Il y a un petit onglet tout en haut à droite, s'inscrire. Donc, soit la personne s'inscrit par elle-même, soit la personne passe par moi et c'est moi qui l'inscris, ou alors c'est un prescripteur tel qu'un référent RSA, un référent France Travail, qui peut inscrire en tout cas la personne sur le programme sans problème. Derrière ça, il y a quelques slides qu'on peut passer, Judicaël, pour la faire courte. Ça, c'est tout le topo en fait de l'inscription, mais qui est assez rapide.
Pour vous accompagner, en tout cas sur le programme, il y a un diagnostic mobilité qui est réalisé. Donc, je suis la personne ressource de ce programme sur, en tout cas, le Pas-de-Calais. Cet accompagnement se fait en individuel ou en collectif. Et il faut savoir que là, en fait, on répond à un petit questionnaire sur les besoins et les contraintes de chaque personne. On établit un minimum de 6 séances obligatoires pour tout le monde et on peut aller jusqu'à 20 séances pour quelqu'un qui est dans l'apprentissage du vélo. Sur la slide suivante, il y a une séance obligatoire qui est la maîtrise du vélo. Donc, on est plutôt en circuit fermé, on ne va pas sur la route tout de suite, on a besoin de voir les compétences de chacun et chacune. Et en fait, on est sur des petits parcours de maniabilité. Derrière ça, on a des ateliers au nombre de 2 obligatoires, sur des ateliers code vue du guidon, où en fait on revoit un petit peu tout ce qui est aménagement cyclable, on refait un petit topo sur les règles d'or du cycliste. Voilà, on essaye de rebalayer tout ça d'une forme ludique sur 2 temps d'échange. Ensuite, on a une autre séance qui est obligatoire, c'est d'aller sur la route avec les personnes en petit comité. Il y a une séance obligatoire pour tout le monde et l'objectif, en tout cas, est de voir un petit peu comment ils se comportent face à la circulation, comment ils procèdent quand ils prennent le rond-point, leur donner en tout cas toutes les petites astuces pour qu'ils puissent se rendre visibles et se mettre en sécurité. Derrière ça, il y a une séance de bilan qui se réalise avec moi, où on fait le point sur leur accompagnement et l'objectif, en tout cas, est de choisir un vélo. Le choix du vélo se fait parce que grâce au programme Vélo Ego, si la personne a réalisé tout l'accompagnement et qu'il est prêt, qu'il peut être autonome à gambader, j'ai envie de dire, seul, sans nous, l'objectif, c'est de lui offrir un vélo issu du réemploi, donc un vélo seconde main, à hauteur de 150 €. Aujourd'hui, sur le Pas-de-Calais, on a ciblé 4 structures qui nous mettent à disposition des vélos seconde main, qui remettent en état avec un cahier des charges qui est en lien avec la FUB, pour en tout cas remettre tous les équipements de sécurité et par rapport au stock disponible, on leur restitue également un casque et un gilet jaune à la finalité du programme. Donc, je pense que la slide juste après, il y a aussi le petit atelier mécanique dont je vous parlais tout à l'heure. L'objectif, c'est en tout cas de revoir les bases des réparations simples pour qu'ils puissent être autonomes dans leur vie future. Les prestataires sont les 4 qui sont face à vous. Donc, on a un auto-entrepreneur qui s'appelle Mikey's Vélo, on a le garage solidaire de Lens, on a un magasin de vélo sur Avion et on a aussi une association. Donc, on a divers structures qui nous mettent à disposition, en tout cas, ces vélos pour les bénéficiaires à la finalité de l'accompagnement. Et je vous ai mis, normalement, derrière ça, on a déjà eu quelques restitutions de vélos. Donc, tout type d'horizon, j'ai envie de dire que je suis à 60% d'accompagnement hommes et 40% de femmes. Donc, j'aurais peut-être cru un petit peu l'inverse. Mais en tout cas, on est sur des personnes qui sont dans un parcours d'insertion très souvent. Des personnes déjà en formation qui entraient en stage et du coup ils ont obtenu le vélo avant pour l'utiliser en mode de transport. Il y a un monsieur là qui était en POE et à la finalité de son accompagnement il signait un CDI. Donc voilà, des beaux sourires en tout cas qui étaient notifiés. Mon objectif, c'est que Vélo Ego est lancé sur une expérimentation de 2 ans, donc ça se termine en décembre 2026. J'ai 500 personnes à accompagner. Ça a démarré en décembre. Donc là, début juin, on sera à 6 mois de démarrage et on est déjà à une centaine de prescriptions. Ce qui est plutôt pas mal. Ça se développe plutôt très bien. Et j'ai envie de dire que le programme est plutôt bien vu. On a vraiment du relais avec tous les France Travail de notre territoire. J'interviens très souvent dans les missions locales auprès des jeunes. Voilà, on fait notre petit bout de chemin, mais c'était intéressant en tout cas de vous montrer un petit peu ce qui se passait sur notre territoire. Donc là, il y a une vidéo, mais je pense qu'on la passera, Julie-Kaël, pour laisser parler les autres personnes. Oui. On pourra envoyer le lien avec le replay pour que les gens puissent la visionner effectivement. C'est une petite vidéo de 2 minutes qui répertorie tout ce que je viens de vous dire en fait. Un grand merci, Alison, pour ta présentation. Alors, je reprécise simplement que si le dispositif est national, il est à chaque fois sur des territoires donnés. Donc, Alison intervient sur la CAL, la CAC et la Cavalère, si je ne dis pas de bêtises. Il y a un équivalent avec l'issue d'insertion sur l'île, l'Homme et l'Em. Et voilà, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres territoires couverts aujourd'hui par ce dispositif dans la région de France. Mais bon, il y a néanmoins
Voilà, et il y a des retours d'expérience intéressants malgré tout à prendre dans cette intervention, bien sûr. Alors, Frédéric, est-ce qu'on a une question ou une remarque qui peut être prise dans les questions qui sont sur le chat? Je ne vois pas le chat du tout. Non, 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 Non. pour l'instant, on n'a pas de remarques. D'accord, merci. Donc, je vous propose qu'on passe à l'intervention suivante. Alors, si vous avez des questions qui viennent aussi après coup, que ce soit vers Alexandre, Vincent ou Alison, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat aussi pour que les intervenants puissent vous répondre directement, ou de toute façon, on vous laissera leur contact pour que vous puissiez reprendre attache avec eux par la suite. Alors, je vais passer désormais la parole à Laurent Billot de l'AFPA, qui est directeur du village des solutions et qui va nous expliquer comment le sujet de la mobilité est abordé avec les apprentis qui fréquentent l'AFPA, puisqu'on a bien vu que l'entrée en formation, c'était un moment important pour se poser les questions de changement de mobilité. Voilà, Laurent, je te laisse la parole. Merci Julie Kael, bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je ne suis pas forcément un spécialiste du vélo, mais par contre, nos villages des solutions le sont par le biais de leurs partenaires, notamment mes confrères là, qui ont précédemment fait l'exposé de leurs solutions. Alors, le village des solutions, c'est quoi? Avant tout, le village des solutions, c'est un accompagnement à 360 degrés aux publics qui sont en transition professionnelle et que celle-ci soit volontaire ou qu'elle soit subie. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que le village des solutions regroupe des partenaires, il regroupe des opérateurs de solutions variées et donc celles relatives à la mobilité. Mais nous ne pouvons pas, dans le cadre de l'insertion professionnelle, aborder les choses uniquement dans le cadre de la mobilité douce. Mais par contre, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir faire les liens et notamment d'apporter des solutions territoriales. Aussi, avec nos partenaires, on va aider chaque personne à relever ces défis. Et en fait, nos villages sont des tiers-lieux qui ressemblent à un lieu physique de multiples guichets qui vont apporter des solutions simples, efficaces, coordonnées. Alors, diversifiées, mais sur l'ensemble du territoire. Et ça me permet de faire le lien avec ce qu'on vient de dire, en fait. On est capable de trouver des solutions locales spécifiques. Et en fait, ces solutions locales spécifiques, donc, ce sont nos partenaires qui vont les mettre en avant avec les enjeux cruciaux, notamment de la mobilité douce, par une approche durable aussi et solidaire. Nous ne travaillons pas uniquement pour nos bénéficiaires et nos stagiaires AFPA, hein, parce que nous, notre cœur de métier, c'est la formation, l'accompagnement, l'emploi et l'insertion. Mais en fait, pour tous les membres de notre village, et en fait, on parlait des missions locales, on a des missions locales qui sont partenaires aussi de nos villages des solutions, et donc ils vont pouvoir bénéficier des solutions des spécialistes de la mobilité douce, et donc par exemple pour toute l'approche qui concerne le vélo. C'est quelque chose que l'on va inscrire bien en amont d'un parcours d'insertion, d'un parcours d'accompagnement, d'un parcours de formation, parce que nous, on considère, de par notre expérience, que c'est vraiment aujourd'hui un frein à l'emploi. Et en fait, aujourd'hui, nous valorisons, nous essayons de valoriser le plus cet aspect auprès des entreprises parce que cette mobilité douce, elle apporte aussi des solutions. Et donc, comme je le disais, on est sur une approche vraiment territoriale distincte. Elle est distincte parce que vous n'allez pas réagir de la même façon à une problématique rurale qu'à une problématique de métropole. Par exemple, sur nos centres de l'Homme Roubaix, la question se pose différemment qu'un centre qui est par exemple sur Laon. Et pour autant, les besoins et les interconnexions sont particulièrement importantes. Et on parlait tout à l'heure des transports publics. Nous, c'est de pouvoir lier aussi avec tous nos partenaires acteurs cette question de lien, de transversalité pour utiliser au mieux, sensibiliser, informer, proposer au mieux les alternatives concrètes qui se posent à notre public éloigné ou qui est en reconversion.
Et donc, en fait, pour nous, c'est très important parce que c'est donner aussi un point supplémentaire aux bénéficiaires parce qu'ils vont pouvoir répondre aux défis écologiques, économiques et sociaux. Et en fait, aujourd'hui, en termes de compétences transverses, en termes de compétences soft skills, c'est des choses qui sont de plus en plus valorisées. Donc en fait, au travers des villages, ce que l'on va essayer de faire avec nos partenaires, c'est de présenter les dispositifs d'accompagnement à la mobilité. Encore une fois, nous, c'est pas quelque chose qu'on sait faire, mais on a vu que avant que je ne prenne la parole, ben, nos partenaires, eux, savaient particulièrement bien faire, et notamment pour tout ce qui peut toucher diagnostic mobilité, pré-vélo, mais aussi les aides financières. Et en fait, on s'attache dès le départ à apporter une solution aux personnes. On va valoriser autant que possible la notion de pratique durable parce qu'on va mener des ateliers sur les bienfaits de la mobilité douce, mais à la fois sur la santé, à la fois sur le budget. On sait que c'est important aujourd'hui pour nos bénéficiaires, mais aussi l'environnement. Et enfin, ben, on va faciliter l'accès à la formation et l'emploi parce qu'on va s'atteler à trouver entre partenaires des solutions complémentaires pour lever les freins géographiques, logistiques, notamment à la reprise d'activité. Donc en fait, ce que l'on fait, c'est tout simplement que l'on reconnecte ben, l'individu à son territoire. On se veut volontairement simpliste, accessible et responsable. On est en circuit court. On est avec des acteurs locaux pour que nos villages des solutions en fait participent et réinventer les parcours d'insertion. Je pense que ça, c'est important. Encore une fois, c'est quelque chose qui a allez, une année. On n'abordait pas ça forcément dans nos cursus, mais en fait aujourd'hui c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur et en fait on se rend compte que par village, hein, on en a 13 sur le territoire Hauts-de-France. Concrètement, là, sur le premier trimestre, on est bien à une centaine de solutions complémentaires qui ont été apportées à nos bénéficiaires, mais aussi à ceux de nos partenaires. Merci beaucoup, Laurent. À travers cette intervention, on voit aussi hein, qu'il y a, comme l'AFPA est présente sur plusieurs endroits du territoire, il n'y a pas une solution qui peut être la même sur tous les territoires, justement, et qu'il faut s'adapter à chaque fois aussi à l'offre existante chez les différents partenaires que vous pouvez avoir selon les communes où vous êtes présents. Frédéric, est-ce qu'on a des questions pour Laurent dans le chat ou des remarques à nouveau? Pas de questions ni de remarques. Pas de questions ni remarques. Dans ce cas, avant de prendre d'éventuelles d'autres questions et remarques sur l'ensemble des interventions qu'on a eues et sur le sujet abordé, je vais juste vous partager une dernière slide pour vous rappeler enfin pour vous rappeler, non, pour vous informer du prochain webinaire qu'on va organiser. L'invitation va partir très rapidement maintenant, qui sera toujours avec l'angle mobilité et insertion professionnelle, mais où là, on se penchera davantage sur la particularité, s'il y en a une, des habitants de quartiers prioritaires, qui sont un public avec lequel la plupart d'entre vous travaillent, je le sais. Donc vous allez bientôt pouvoir vous y inscrire. Et sachez qu'on programme également, alors plutôt après l'été, un ou peut-être deux webinaires autour du sujet adapter son territoire à l'arrivée massive d'emplois. Donc vraiment, quand on sait qu'il y a des grosses entreprises qui arrivent sur un territoire, comment on amène les solutions de mobilité pour les nouvelles personnes qui vont pouvoir postuler à ces emplois, notamment quand le territoire n'est pas forcément pourvu en itinéraire cyclable ou solution de transport en commun. Je quitte ici le partage de mon écran, parce que depuis tout à l'heure, moi, je ne vois personne. Alors, est-ce qu'on a des questions qui sont arrivées en cours de route? Frédéric, je ne Alors, juste l'ai pas une vu. remarque de Madame Marcelin qui a pris la parole tout à l'heure, donc qui doit nous quitter, mais qui nous rappelle qu'au niveau de la DDETS, elle est référente en apprentissage jeunesse, insertion, innovation, et que donc elle est très intéressée pour mener des discussions avec qui le souhaite sur le Pas-de-Calais.
Donc, on pourra également diffuser ces coordonnées. D'accord. Très bien. Mais écoutez, enfin, s'il y a une dernière question, on peut la prendre oralement aussi, hein, si c'est plus simple que de le taper dans le webinaire. N'hésitez pas à prendre la parole. Très bien. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on s'en tienne là pour aujourd'hui. Je remercie à nouveau l'ensemble des intervenants qui ont participé aujourd'hui. Je les remercie aussi d'avoir joué le jeu, d'essayer d'être synthétique sur les présentations, parce que je sais que c'est pas simple et que ça peut générer de la frustration. Et on vous donne rendez-vous donc pour le 5 juin pour le prochain webinaire. Voilà. Bonne fin d'après-midi à tous et toutes. Peut-être de dire également qu'on va diffuser le diaporama. Oui, tout à fait. On va diffuser et le diaporama et le replay pour les participants et toutes celles et ceux qui n'ont pas pu participer. Oui, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, vous avez aussi accès sur le site du CREM et celui du C2RP au support et replay des webinaires précédents. On les compile tous sur une même page dont on pourra vous rappeler le lien. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous.